La dernière fois, vous aviez un petit exercice à faire, puisqu'on devrait aborder l'interview aujourd'hui. Et il était question pour vous d'imaginer une interview et de faire une liste de questions. On avait dit 5 questions. 5 questions. J'aime toujours donner des exercices sur ce qu'on va voir, comme ça permet de corriger chacun rapidement et de voir, et à la fin d'avoir exactement ce qu'on recherche. Donc c'est qui veut bien passer le premier. Le lundi 11 août 2019, nous apprenons qu'un feu a pris au marché Mokolo. Nous nous y rendons dans le but de recueillir des informations. Voilà la situation. Nous rencontrons premièrement un des commerçants qui a vécu la scène. Nous lui posons la question de savoir à quelle heure avez-vous remarqué qu'il y avait incendie et que faisiez-vous à cette heure au marché Mokolo. À la suite de cela, nous rencontrons le chef de l'équipe des sapeurs-pompiers qui a eu à intervenir et nous lui posons la question comment s'est déroulée l'intervention et à quelle heure avez-vous été contacté. Après cela, nous avons le privilège de rencontrer le maire de la commune de Yaoundé 3e. Nous lui demandons donc qu'est-ce qui explique la récurrence de ces incendies dans nos marchés. Après cette réponse, nous sommes amenés à lui demander s'il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prises pour accompagner les commerçants sinistrés. Et enfin, nous nous sommes rendus au ministère du Commerce. Nous avons le privilège de rencontrer le responsable de la communication, à qui nous avons posé la question de savoir quelle est l'appréciation qu'il faisait de cet incendie au marché de Mokolo. Voilà ainsi présenté notre interview en ce qui concerne les intervenants et les questions posées. Tu peux avoir ton devoir. Merci. Alors, avant qu'on aille à la seconde personne, quand j'ai parlé d'interview, je ne m'attendais pas à ce type d'interview, parce que là, tu n'as que 2 questions pour chaque personne, donc ce n'est pas une interview à une personne. Pourtant, je pense que quand on en a parlé ici, on a parlé de faire une interview à une personne. Ce n'était pas lié à un reportage, c'était pas lié à... C'est une interview tout simplement, d'accord? À une personne, oui. Une interview à une personne. Les 5 questions devraient être à la même personne en fait. Sauf si je me trompe. D'autres personnes ont fait à plusieurs comme ça. Alors ça veut dire que tu n'as pas bien compris le message, Laurent. Ça aussi c'est une interview, mais c'est plus une interview dans le but de bien faire son reportage ou d'accompagner un reportage. C'est des questions qu'on pose notamment pour bien affiner le papier en général, quoi. Donc on a les témoins de la scène, c'est vraiment dans le cadre d'un fait divers cette interview, d'accord? Même là c'est possible, mais ça fait plusieurs personnes et ça va être difficile de travailler comme ça, parce qu'il faut d'abord commencer par une seule. Hein. Quand vous allez sur plusieurs, ça devient un peu plus compliqué, d'accord? Donc nous ici on est là pour aller dans le plus simple, parce qu'en un jour on ne peut pas tout faire, d'accord? Donc on va rester focalisé sur une interview à une personne. Et dans ton cas, si je prends la première, il y a eu incendie au marché Mokolo comme tu dis, et tu as directement commencé par un commerçant, c'est bien ça. Oui, c'est l'attitude à avoir. Mais avant d'aller chercher le commerçant qui est en peine et qui est très mal, est-ce que tu as fait le tour pour faire des interviews que nous n'écouterons pas? C'est-à-dire ratisser un peu le terrain, prendre des avis des gens pour toi-même, c'est-à-dire des gens qui étaient là pendant que l'incendie a commencé, ce qu'ils ont fait, pour aller et avoir plus de questions à poser aux commerçants, aux personnes qui sont vraiment impliquées. Est-ce qu'on se comprend? Oui, madame. Ça fait partie. C'est-à-dire que si tu veux me montrer comment tu as travaillé, comment tu as fait des interviews à plusieurs, je dois également voir apparaître les interviews que tu as faites en off. Pour comprendre ce qui s'est passé, tu as fait comment? Parce que c'est ça qui te permet de savoir quelles questions tu vas poser aux autres intervenants. Tu sais juste qu'il y a eu feu, tu ne vas pas directement aller voir le commerçant, d'accord? Il y a eu feu au marché central, tu cherches d'abord à savoir ce qu'il y a eu avant d'aller voir maintenant la victime.
La victime, elle va te dire des choses, mais elle n'était pas là, d'accord? Sauf si le feu s'est passé pendant que le commerçant était là. Lui, c'est un témoin oculaire à ce moment-là. Mais s'il n'était pas là, c'est la personne que tu viendras voir en deuxième ou en troisième. Mais sur le terrain, tu as d'abord des choses à faire, c'est t'enquérir de la situation avec plusieurs avis. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un te dit, quelqu'un qui a vécu la scène, une autre personne te dit, tu essaies de corroborer pour voir si c'est la même histoire que les 3 personnes qui disent avoir vécu la scène te disent. Ça te permet d'avoir plus d'éléments parce que quand tu as 3 personnes qui te racontent la même histoire, il y a toujours un plus à chaque fois. Et ça te permet d'avoir une histoire, même si tu n'as pas encore vérifié, tu sais au moins que dans ton papier, tu pourras le dire que d'après des personnes qui étaient là, d'après des témoins oculaires, voici ce qui s'est passé. Ça te permet d'avoir une histoire. Ensuite, tu nous présentes des personnes qui ont été touchées. Donc, on a appelé très vite pour... c'est des victimes, quoi, c'est-à-dire les commerçants. Donc, ça, je devais le voir là dans ton travail. Si vraiment tu avais compris le devoir comme tu me l'as écrit, c'est comme ça qu'il devait être présenté. Madame, dans mon cas, après avoir fait le tour, j'ai pensé qu'il fallait simplement ressortir les 5 questions essentielles. C'est pour ça que le premier intervenant était un commerçant qui est un témoin oculaire, qui a vécu le drame. Ah, lui, il a vécu le drame. Oui, lui, il a Ok, vécu le d'accord. drame. Oui, mais à aucun moment tu lui demandes comment est arrivé l'incendie. Hein. Je vois à quelle heure avez-vous remarqué l'incendie. Et je vois que faisiez-vous à cette heure au marché. Comment on sait ce qui s'est passé alors? Au sapeur-pompier, c'est comment s'est déroulée l'intervention? Et à quelle heure avez-vous été contacté? Ça, c'est des questions qui viennent. Tu le dis bien, il y a eu feu au marché Mokolo à 6 heures. Et nous sommes rendus là-bas. Quand on se rend là-bas, on veut savoir ce qui s'est passé. C'est la première question. Quoi? Faut faire attention, hein, parce que là, tu es allé trop vite en besogne sur d'autres questions qui viennent seulement en soutenir la première. Tout le monde, même le téléspectateur qui est assis, il veut savoir comment ça s'est passé. Donc les premières interventions, ça devait être, on était assis là, on faisait ceci, après on a vu une flamme, après ça fait cela, après... Est-ce qu'on se comprend? Oui, madame. L'heure à laquelle le commerçant a remarqué l'incendie, on s'en tape, on ne veut pas savoir. C'est pas très important par rapport à savoir comment ça s'est passé. D'accord? Habituellement, quand on arrive sur un fait, il y a un fait divers, il y a quelque chose qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Même quand tu arrives en tant que reporter et tu as vu on t'a appelé qu'il y a le feu quelque part, quand tu arrives, c'est expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, je veux dire, même dans la vie de tous les jours, ça n'a rien à voir avec le côté journalistique, c'est que c'est la question qu'on se pose en premier. L'heure à laquelle quelqu'un a été au courant, vraiment c'est pour ajouter quelque chose dans ton papier et tout, c'est pas la priorité, quoi. Mais bon, les questions que tu as posées sont importantes. Maintenant, il faut savoir aller du plus important au moins important aussi. D'accord? En information, c'est toujours important de mettre le plus important en haut. Donc on va du plus important au moins important. Parce que l'information, on attaque direct, on dit rapidement ce qui se passe. De peur de perdre le téléspectateur ou l'auditeur, qui va même, si tu mets à la fin l'information, c'est comme si tu n'avais pas donné d'information. Dès le début, il faut qu'on sache. D'accord? Quelqu'un d'autre? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, bonjour également à vous qui nous regardez. Bienvenue sur cette nouvelle émission de votre émission Tuto, une émission qui met en exergue le talent, le parcours académique et professionnel de ceux-là qui jusqu'aujourd'hui continuent de nous séduire. Aujourd'hui, on va plutôt aborder un autre thème, très différent de ceux que nous avons souvent l'habitude d'évoquer sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler de journalisme. Pour cela, nous sommes donc allés à la rencontre de cette femme au parcours assez élogieux, assez extraordinaire. Elle est à la fois journaliste, animatrice,
et aussi directrice des programmes sur Canal 2 International. Elle, c'est Carole Yemelin. Bonjour Carole, et bienvenue sur ce plateau d'émission. Le plaisir est donc pour nous de savoir que vous nous avez accordé assez de temps aujourd'hui pour pouvoir justement répondre à nos questions. Bien. Alors, donc, comme nous l'avons annoncé dès le départ, on a toujours entendu Madame Carole est journaliste, elle est à la fois animatrice télé, elle est également directrice des programmes. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est qui est exactement Carole? D'où vient Carole? Très bien, normalement. Et donc, ce qu'on aimerait également savoir, c'est quel a été pour vous ce déclic-là pour la communication? Quelle a été justement pour vous cette motivation? Parce que lorsqu'on regarde justement votre parcours académique, après vos études à l'école primaire, vous êtes allé au secondaire, où vous avez obtenu justement votre baccalauréat, puis vous êtes allé à l'université, où vous avez plutôt choisi de faire physique et chimie, puisqu'il faudrait également que je précise que Carole justement a obtenu sa licence, voilà, en physique et en chimie. Donc c'est totalement différent votre parcours. Alors expliquez-nous un peu d'où vient ce déclic-là pour le journalisme. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, ce qu'on aimerait réellement savoir, vous savez, Madame Carole, dites-nous un peu quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier, puisque normalement il y a des avantages, des inconvénients. Et en parlant d'inconvénients, est-ce que vous ne pensez pas que le métier de journaliste également, compte tenu de toutes les casquettes que vous avez, est-ce que vous ne jugez pas un peu ce métier un peu lassant? Oui. Voilà. Oui, normalement. Oui. Eh bien, on se retrouve donc tout simplement, voilà Madame Carole, on va tout simplement marquer une petite pause, le temps pour vous de souffler un peu, et puis on se retrouve donc justement pour la deuxième partie de cette interview, ou de cette émission. Et bon, chers spectateurs, restez tout simplement connectés, on se retrouve juste après. Très bien, et rebonsoir, re-bienvenue justement sur ce plateau d'émission. Ne l'oublions pas, c'est Tuto, justement votre émission qui met en exergue le talent, le parcours académique et professionnel de ceux-là qui jusqu'aujourd'hui continuent de nous séduire. Donc, comme dit en première partie de cette émission, nous avons donc comme invité sur ce plateau Madame Carole Yemelin, voilà, qui a plusieurs casquettes, à la fois journaliste, animatrice et également directrice des programmes sur Canal 2 International. Et donc ce qu'on aimerait maintenant savoir en deuxième partie de cette émission, c'est, dites-nous Madame Carole, comment parvenez-vous, peut-on avoir une vie assez épanouie avec ce métier de journalisme, puisque avec les emplois de temps, vous êtes tout le temps à la maison, et comment parvenez-vous justement à gérer ces emplois de temps-là? Dites-nous un peu. Voilà, déjà que c'est pas si facile pour vous, puisqu'il faut à la fois gérer la famille, il faut à la fois gérer le boulot, donc du coup il faut normalement mettre sur pied un programme, un emploi de temps justement qui vous permet de pouvoir un peu trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Oui. Alors donc, voilà, comme dernière question, ce que nous aimerons justement vous demander, c'est, dites-nous Madame Carole, quelle a été pour vous la plus grosse bêtise que vous ayez eu à commettre dans votre vie? C'était quoi cette grosse bêtise? Voilà, dites-nous un peu. Voilà. Oui, normalement, voilà, tout le monde commet des bêtises. Oui. Très bien, et on arrive donc au terme de cette émission justement et de cette interview. Mais avant de partir Madame Carole, nous avons plutôt une petite surprise pour vous. Nous nous sommes rapprochés un peu dans votre service. Nous avons eu quelques entretiens avec vos proches collaborateurs et également quelques membres de votre famille. Donc on va tout simplement regarder un peu comment est-ce que vous vous comportez dans la vie professionnelle et également familiale, donc dans la vie sociale. On regarde ce reportage. Voilà, et bien c'est donc sur ce reportage que nous allons donc mettre la clé sur le paillasson. Et avant de partir, nous allons donc remercier notre invitée, Madame Carole Yemelin, voilà, pour
pour le temps qu'elle a eu à nous accorder justement pour réaliser cette émission. Voilà, le plaisir pour nous également de vous recevoir dans nos locaux. Voilà. Et donc, surtout, chers téléspectateurs, n'oubliez pas que vous pouvez justement retrouver cette interview sur le site internet de Canal International ou également sur notre page Twitter. Voilà. Et donc, on se retrouve donc la semaine prochaine pour peut-être, qui sait, une nouvelle émission et plus encore d'autres invités. Merci et à très bientôt. Merci. Alors, on a écouté God Love. Oui, c'est une interview. Alors, je suis en train de voir sur ton devoir que c'était... La première question, c'était qui est Carole? Oui. Mais tu l'as posée à Carole? Oui. Tu l'as fait, là? Oui. D'accord. Est-ce que tu l'as présentée toi-même? C'est pour ça que je suis un peu embêtée. C'est-à-dire que tu as présenté toi-même Carole, tu nous l'as présentée. On a attendu pour attendre le nom. Tu as donné le nom et après tu demandes encore à Carole qui est Carole. Oui, c'est vrai que si c'est que j'approfondissais un peu la question, ça devait être d'où vient Carole, quelle est sa culture, quelle est sa tribu. C'est un peu dans cette optique-là que la question de qui oui, est mais Carole. Comment la personne qui est en face le sait? D'accord, elle risque de se présenter comme tu l'as présentée, hein. D'accord. Par contre, je ne sais pas si elle est animatrice télé, Carole. Non. Elle a animé quelle émission? Je pense que les débats, C'est pas de l'animation, les débats. Ah, d'accord. C'est une présentation de débat, si tu veux. Maintenant, toi, tu peux être ou journaliste ou animatrice pour présenter les débats. D'accord? Les débats, il y en a qui n'ont rien à voir avec le journalisme, il y en a qui n'ont rien à voir avec l'animation aussi. Donc ça dépend du présentateur. C'est pour ça qu'on parle de présentation télé. D'accord? Et présentateur télé ne veut pas dire qu'on est animateur ou journaliste, ça peut être l'un ou l'autre. C'est pas classé quelque part. D'accord? Dès qu'on voit des personnes présenter un programme à la télé, ce sont des présentateurs télé. Après maintenant, dans quel genre? Est-ce que c'est journalisme ou est-ce que c'est animation? D'accord? D'accord. Donc elle est journaliste, Carole. Oui. Pour l'instant. D'accord. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'avant de recevoir quelqu'un, ça c'est la première des choses, c'est la première règle pour une interview. Imaginons que c'est quelque chose que votre chef vous a demandé de faire. Tu vas interviewer telle personne. La première chose, c'est de savoir qui elle est vous-même et d'avoir la bonne information. Comme là, il n'a pas eu la bonne information. Il a pensé qu'elle était aussi animatrice. Alors, c'est faussé dès le départ, l'interview. Il faut faire très, très attention. Parce que la façon dont vous allez présenter la personne que vous allez recevoir, eh bien, ça va aider, en bien ou en mal, à ce que l'interview se passe très bien. Parce que moi, si vous m'invitez, et vous ne savez pas qui je suis vraiment, l'interview elle est ratée dès le départ. Parce que pour rattraper ça, c'est très difficile. La personne qu'on invite pour une interview pense que le présentateur a le maximum d'informations et vraiment les bonnes infos. Donc il est inadmissible qu'il ne sache pas dès le départ qui je suis réellement, quel métier je fais. C'est très important, c'est l'une des premières règles. Faites des recherches sur l'invité que vous allez interviewer. Avant l'interview, il faut faire un maximum de recherches. Et quand on parle de recherche, ce n'est pas seulement d'aller sur Internet. Et c'est ce que beaucoup font. Ils vont sur Internet, ils prennent ce que Google a pu recueillir, qui n'est pas toujours vrai. Attention. Personne ne cherche à aller vers l'ami de l'invité, les proches de l'invité, surtout si c'est une interview sur sa vie. C'est important que vous ayez un maximum d'informations. Naturellement, il faut lire s'il y a des œuvres, des publications de journalistes crédibles qui ont paru dans la presse écrite, parce que les écrits, ça reste. Vous essayez de vous fournir tout ça pour avoir un maximum d'informations et ça vous permet de mieux préparer l'interview. Oui. J'ai une préoccupation au niveau de la collecte des informations sur la personne invitée.
j'ai pensé au fait qu'on peut approcher, par exemple, ses proches, c'est-à-dire son entourage. Mais avec ce qu'on vit à l'heure actuelle où le pays est un peu sous tension, je me dis les gens sont assez sceptiques. C'est-à-dire que tu viendras avec un proche de cette personne que vous souhaitez inviter et tout, pour lui poser des questions. Mais les gens seront assez méfiants. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. En fait, c'est ce que je voulais savoir, Pas si d'accord. d'habitude les gens sont Le méfiants ou contexte, bien ils le s'ouvrent problème du pays naturellement. ne peut jamais déranger. C'est pas ça. Ça dépend de comment est-ce que vous présentez la chose aux proches. C'est là où l'art d'être quelqu'un de comment on appelle ça. Le bosseur, c'est là qu'on le reconnaît en fait. Vous faites un métier de journaliste, ça veut dire que vous devez avoir la faculté d'aller vers les gens. Vous devez avoir la faculté d'aborder facilement les gens et de faire que les gens aient confiance en vous. C'est ça, c'est là où tout commence. Sinon, vous n'aurez aucune information et vous rentrerez bredouille. On reconnaît la force d'un journaliste ou d'un reporter par la force qu'il a à tirer les vers du nez de quelqu'un. Ça fait partie de la profession. Donc si vous n'avez pas cette faculté d'aborder les gens, de leur poser des questions et qu'ils répondent, mais vous avez raté déjà là. C'est pas seulement écrire, rédiger, passer à la télé, non, ça n'a rien à voir. Il y a un travail de fond qui est fait avant. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, on demande, tu as une interview à faire et tu es obligé, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, de discuter d'abord avec la personne que tu vas interviewer pour avoir des informations. Ça arrive. Tu dois être capable de le convaincre pour discuter avec lui avant le jour de l'interview. Comme ça, le fait que tu aies discuté avec lui va t'apporter beaucoup d'informations que beaucoup négligent des fois. C'est-à-dire que des fois, hors antenne, comme ça, autour d'un verre, quelqu'un te donne des informations énormes sur sa vie. Et malheureusement, tu ne sais pas comment traduire ça en questions. Parce que ce ne sont pas des questions qu'on peut facilement poser pour avoir ce genre de réponse. C'est juste que vous étiez en train de discuter de tout et de rien. Mais tu as oublié que ce dont vous avez parlé t'a donné une information sur sa personnalité, sur des fois ses combats, beaucoup de choses. Et donc là-dedans, ça te permet de construire une question qui parle de ses aspirations, qui parle de ce qu'il aimerait faire plus tard, qui parle de ce qui le touche beaucoup, c'est-à-dire le côté émotionnel, voilà, et peut-être ça va t'aider pour savoir quelles questions poser, parce que cette personne, elle est plutôt comme ça. Le fait de savoir quel genre de personne la personne qu'on va interviewer est, te permet de savoir quel genre de questions tu peux poser pour avoir le meilleur de lui. Donc, il faut travailler ça. Quand vous vous mettez déjà des blocages que le pays n'est pas bien, ça n'a rien à voir. Le pays n'est pas bien, les gens le vivent, non? Ça dépend de quelle interview Oui, parce que le tu plus parles. souvent, il y a des sujets assez sensibles, notamment des Oui, sujets c'est pour ça qu'on dit que tu dois avoir les mots pour en parler, sans choquer, sans frustrer, sauf si le but de ton interview, c'est de choquer la personne que tu interviews. Là, c'est autre chose, c'est une ligne éditoriale. Mais à ce moment-là, tu dois donc assumer. Si quelqu'un te dit non, il a le droit de te dire non, je ne peux pas te répondre, puis il s'en va. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se mettre des barrières et plutôt réfléchir sur comment aborder certains sujets avec cet invité pour qu'il ne se sente pas choqué ni frustré. Il y a des méthodes, il y a des invités qui sont très susceptibles et ça ne va pas enlever le fait que vous êtes journaliste et vous devez trouver des moyens de le convaincre parce que c'est vous qui avez besoin de lui à ce moment-là. Lui, peut-être qu'il n'en a pas besoin, ce n'est pas lui qui vous a demandé une interview, c'est vous qui êtes allé vers lui. Donc, voilà, il faut travailler dans ce sens. Donc, prendre le maximum d'informations autour de la personne que vous voulez interviewer, c'est la première règle. Avant ça, si jamais ce n'est pas, c'est vous qui décidez de qui vous interviewez, le choix de la personne qu'on interviewe, c'est encore un autre travail, n'est-ce pas? Sur d'autres cieux, c'est pas toujours, dans toutes les émissions, c'est pas toujours le présentateur télé qui choisit qui il va interviewer. Mais dans notre contexte ici, où tous les maillons du grand métier ne sont pas là, des fois le présentateur se retrouve en train de faire un peu tout. Et il dit peut-être à ses équipes, j'ai besoin de telle personne pour l'interviewer. Donc à ce moment-là, ça peut être lui-même qui appelle la personne et qui essaie de convaincre la personne pour avoir une interview. C'est un travail. C'est un lourd travail. Quand vous avez vraiment besoin de quelqu'un et que cette personne est quelqu'un de difficile
pour les interviews, donc quelqu'un qui n'accepte pas facilement les interviews. Vous devez user de tout ce que vous avez. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir ce côté-là aussi en tant que journaliste. Mais je vais vous dire une chose, ce qui va vous ouvrir facilement les portes auprès des personnes que vous devez interviewer, c'est votre crédibilité. Si pendant longtemps vous avez travaillé votre image, si votre travail a toujours été un travail qui reste dans les règles de l'art, donc sans plus ni moins, sans trop en faire, sans choquer, sans frustrer tout le monde, sans, voilà, il y aura très peu de personnes qui vous diront non. D'accord? Donc il faut travailler ça. Quand on travaille son image soi-même en tant que journaliste ou reporter, on a des fortes chances, ou animateur ou présentateur télé, on a de fortes chances d'être quelqu'un de tellement crédible que dès qu'on appelle, la personne dit « Ah, si tu m'as appelé », ça veut dire que ce sera quelque chose de sérieux. Donc comment faire pour que les personnes que vous appelez pour une interview aient confiance en vous et vous disent facilement oui. Maintenant, vous pouvez être tout nouveau, on ne vous connaît pas, mais votre programme est connu. Le programme également a une certaine crédibilité qui peut aider la personne que vous contactez à dire oui à cette interview-là. Donc ça fait partie du métier. Ce sont les préalables avant l'interview elle-même, c'est des choses qui doivent être faites. Maintenant, on va continuer avec ce que nous a proposé Godlove. Godlove a fait une bonne introduction, je trouve. À part le fait qu'il n'a pas eu la bonne info sur l'invité. Il a juste un tic avec le mot « justement » qui revient trop, un peu trop. Donc il faut travailler ça. C'est un... Comment on appelle ça? Ça a un nom, parce que beaucoup de présentateurs ont ce problème. Ils ont ce mot je pense que moi, à une certaine époque, c'était le mot « naturellement ». Donc il faut faire attention parce que ce sont des bouches... c'est quand on perd un peu le fil que directement le cerveau nous donne ce mot-là à chaque fois. Et on le répète, et on le répète. Donc il faut travailler pour que ça ne revienne pas. Moi j'ai travaillé, hein. Aujourd'hui je n'ai pas beaucoup le mot naturellement, hein, contrairement. Pourtant j'ai eu une période où je l'avais à toutes... je le prenais à toutes les sauces. Donc il faut travailler ce tic-là. Et c'est bien de rappeler de temps en temps avant une question ce que vous savez de la personne. Parce qu'au moment où vous le faites avant de poser la question, ça met l'invité en confiance. Oh, il a cherché, il a trouvé des choses, c'est sympa, voilà. Donc ça met tellement l'invité en confiance que la réponse qu'il va vous donner aura vraiment aura du poids parce que cette personne qui se sent de plus en plus en confiance va vous ouvrir son cœur. Et ce qu'on attend d'une interview, c'est que la personne qu'on a en face donne tout, sorte tout, si c'est possible. Que des beaux biscuits, on appelle ça des biscuits, des bons biscuits, des choses qu'on n'a pas entendues ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut avoir fait 3 fois l'interview sur 3 émissions différentes, mais que vous, la vôtre, qui est peut-être la 4e, ce soit une interview différente. Comment faire pour que mon interview soit différente de toutes celles qu'on a vues de ce monsieur? C'est ça un peu vers là que la personne qui interviewe doit aller. C'est pour ça qu'après avoir lu toutes les interviews déjà faites, la personne qui interviewe doit chercher le petit truc qui sera le plus par rapport à tout ce qu'on a déjà entendu. Et quand vous avez ce plus, c'est facile de faire la promotion de cette interview en disant « il va nous dire des choses qu'il n'avait jamais dit avant. » Donc voilà, c'est également ça le but, pour attirer le maximum d'audience autour. Oui. Oui, madame, j'aimerais savoir, je ne sais pas si ma question arrive un peu tôt, mais j'aimerais savoir s'il y a une différence entre un entretien et une interview. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a l'un dans l'autre. Parce qu'interview, vous savez, quand on vous fait le casting, c'est une interview. Interview, c'est le simple fait de poser des questions à des personnes ou une personne en face. C'est ça l'interview. D'accord? Donc il y a des questions dans un entretien. Mais dans la forme, ce n'est pas pareil. Dans la forme, c'est que l'entretien suppose que vous êtes assis un peu longtemps pour discuter ensemble, pour parler ensemble de plusieurs choses. Donc ça devient un véritable entretien. Donc c'est juste pour séparer de toutes les interviews, comme dans les castings, comme dans les... Voilà, c'est pour essayer de montrer quand même qu'on a eu du temps avec la personne, qu'on s'est assis quelque part et ça en a fait un entretien. Mais on n'est pas là vraiment, c'est trop tôt justement parce qu'il faut d'abord savoir comment on fait une interview. L'entretien, ce n'est pas important pour le moment.
Et puis, c'est l'interview qui vous aide à faire un meilleur entretien. D'accord? Comment préparer les questions, comment faire des choses, comment aligner des questions qui font qu'à la fin de l'interview, le téléspectateur se dise « Waouh, j'ai appris des choses ». C'est ça. C'est-à-dire que quand on fait le résumé de ce qu'on a appris de cette interview, il faut que demain, quand votre chef ou quand un téléspectateur vous dit « J'ai aimé ton interview, l'interview que tu as faite avec tel, parce que j'ai appris tellement de choses et tout », c'est ça. C'est le meilleur résultat qu'on puisse obtenir d'une interview. Que des personnes on pense avoir appris des choses, c'est vraiment ça. Et c'est ça le gain ou le salaire d'un journaliste qui a pratiqué une interview. C'est son véritable salaire, c'est ça. Donc, c'était bien de rappeler un tout petit peu donc, des éléments de son parcours. Ça aide, parce que ça met la personne en face en confiance. Et puis, maintenant, l'agencement des questions. Je pense que de la première à la troisième, je pense, ça allait bien. Mais la quatrième et la cinquième, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Donc, la première, j'ai aimé, c'était la deuxième, sur comment le petit déclic, d'où est parti le petit déclic, alors qu'on sait qu'elle est partie quand même d'une série scientifique. Ça, c'était super, parce que ça, c'est quelque chose qui aide tout le monde. Tout le monde veut comprendre. Et c'est des fois de belles anecdotes qui se cachent derrière. Mais ensuite, directement après, c'était les avantages et les inconvénients du métier qu'elle fait. Je pense que c'était ça. Mais seulement après, alors, quand on pose une question, il faut être suffisamment expérimenté pour vouloir expliquer davantage la question avant que l'interviewé réponde. Parce que toi, tu as voulu expliquer quelque chose autour de cette question qui a dénaturé un peu la question. C'est-à-dire que tu as voulu répondre un peu à sa place en disant est-ce que ce n'est pas lassant, tout ça. Il fallait la laisser répondre aux avantages et inconvénients du métier parce que c'est plus important que de savoir si c'est lassant. À qui tu parles? Tu as quand même envie que des personnes qui regardent ton interview soient des jeunes ou des moins jeunes qui comprennent ce que c'est le métier et ses difficultés, ses avantages et tout ça. Mais de savoir que c'est lassant, ça ne nous apporte pas beaucoup. D'accord? Donc on n'a pas envie de savoir si c'est lassant. Si dans la réponse des avantages et des inconvénients, l'invité dit elle-même que c'est lassant, ça passe. Mais toi, la personne qui interviewe, tu ne peux pas lui demander quels sont les avantages et les inconvénients de son métier et tu lui dis est-ce que ce n'est pas lassant? D'accord? Ce n'est pas le mot qu'il faut à cette place-là. Parce que ça détruit son métier, ça détruit ce pourquoi elle l'a. Tu l'as invitée justement, regarde, elle a de beaux jours avec toi dans cette interview parce qu'elle fait ce métier et tu lui demandes si ce n'est pas lassant. Tu vois? Ça ne va pas beaucoup parce que tu as tellement donné de l'importance à son métier, donc tu ne peux pas le dire après quelque temps que c'est lassant. Il y a des questions qu'on pose et qui ont des affirmations à l'intérieur. Il faut faire très attention. Quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce que ce n'est pas lassant? C'est pour lui dire que c'est lassant, hein. On est d'accord? C'est clair. Et tu es en train de guider l'invité sur une voie. Ce n'était pas la voie que peut-être elle aurait choisie si elle répondait normalement à la question quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Ce n'est pas sûr qu'elle aurait dit que c'est lassant. Donc, cette explication, par exemple, n'a pas sa place. Et là, tu as détourné l'interview, en fait. Tu l'as amené ailleurs. L'interview doit avoir un fil. Le but, c'est quoi? Ton interview, tu voulais une interview à Carole Yemelon, pourquoi? Et c'est la question qu'on doit se poser avant de rédiger les questions. C'est quoi ton but? Mon but, c'est également pour savoir un peu... Parle plus fort, s'il te plaît. Mon but de cette interview, c'était pour connaître quelles est l'importance d'abord du journalisme pour elle et également quels sont justement les avantages et les inconvénients. Non, je ne parle pas pour elle. Je dis de manière... On doit avoir un objectif. L'interview que tu veux mener, c'est en vue de quoi? C'est pourquoi? Pourquoi tu veux interviewer Carole Yemelon? Est-ce que tu t'es posé la question? Oui. Parce qu'elle a un parcours assez
très différent puisque lorsque je regarde... Et c'est quoi le but? Tu veux faire quoi tu voudrais qu'à la fin de l'interview, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on se dit? Ceux qui regardent. Pense à ceux qui regardent. Je ne parle pas de toi. Et quand on se dit que dans la vie, parfois, on se retrouve en train de faire des métiers qui ne coïncident pas souvent avec la formation qu'on a. La formation qu'on a, et on s'en sort très bien. Oui, si on veut terminer ton... Donc le but pour toi, c'est de montrer un exemple ou un modèle de personne qui a fait un cursus académique différent du métier qu'elle fait aujourd'hui et qui s'en sort bien. Oui. D'accord? C'est ça ta ligne. Mais tu ne dois suivre que ça à travers tes questions. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Si ton but, c'est de montrer à des jeunes ou à des parents qu'il est capable, que voilà en fait ce qu'elle est devenue et voilà par quoi elle est passée. Donc, pour ceux qui aiment la science ou qui n'aiment pas, pour ceux qui aiment le journalisme ou qui n'aiment pas, c'est-à-dire que chacun, grâce à son parcours, trouve des choses qui leur donnent carrément des réponses, parce qu'il y a des personnes qui ont des points d'interrogation en ce moment, par exemple, dans la vie de leurs enfants, dans le cursus de leurs enfants, les enfants eux-mêmes. Si tu as envie de donner une réponse à tout ça, c'est donc Carole Emelon que tu as choisi. Donc à ce moment-là, toutes tes questions doivent être en rapport avec la ligne que tu t'es choisie, l'objectif. Donc oui, le début, ça va, mais tu ne peux pas, donc si c'est ça ton objectif, te retrouver en train de demander si le métier est lassant. À ce moment-là, tu sors de ta ligne. D'accord? Tu dois rester dans ta ligne. Avantage et inconvénient, c'est juste pour dire que ce n'est pas si facile, mais elle s'en sort. D'accord? Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais c'est ça la vie et on arrive avec tout ça. Donc, c'est pour dire que chaque fois que vous avez une interview que vous voulez mener, vous devez vous rappeler qu'est-ce que j'ai envie de prouver au monde, qu'est-ce que je veux faire comprendre aux gens, qu'est-ce que, voilà, c'est dans quel but, puisque je parle à des personnes qui sont en face de moi, qu'est-ce que j'ai envie qu'elles apprennent ces personnes. Quand vous avez donc la réponse, c'est cette réponse-là qui vous permet de rédiger des questions. D'accord? On peut faire la même, je fais une interview à Carole Emelon par exemple, moi, et peut-être mon but c'est de montrer qu'une femme a réussi dans ce métier malgré tout. Une femme. À partir de ce moment-là, mes questions ne seront pas les mêmes que toi. D'accord? Parce que mon objectif est de montrer un modèle de femme, un modèle de parcours de femme. À partir du moment où j'ai ajouté de femme, c'est que je veux à chaque fois montrer comment la femme s'en est sortie, la femme qu'elle est. Alors je vais chercher à savoir naturellement beaucoup de choses. Hein. À la fin, ça sera est-ce qu'elle est mariée, comment elle joint les deux bouts avec la famille. Je pense que tu as posé un peu cette question, mais ce n'était pas dans le même objectif que moi. Comment elle s'en sort avec tous les hommes autour, comment, voilà, ça va être des questions à côté, qui ne sont pas les mêmes, par exemple, de cet objectif-ci. C'est pour ça que je te demande l'objectif à chaque fois. C'est important d'avoir un objectif, d'accord? Et puis, j'ai aimé aussi, quand on revient, quand on fait une pause dans un programme en général, ça nous permet de parler aussi de ça, et qu'on revient, on doit toujours rappeler. Vous savez pourquoi? On rappelle ce qu'on fait et pourquoi on est là, parce qu'il y a des personnes qui arrivent après la pause. Après la pub, il y a toujours de nouveaux téléspectateurs qui ne sont pas au courant de ce que vous avez dit au début. Vous n'êtes pas là pour rappeler tout ce qu'on a dit au début, mais vous êtes obligé de recommencer à situer là où vous vous étiez arrêté, c'est-à-dire dire on est ici sur telle émission, on est ensemble depuis tout à l'heure et on est en compagnie de tel. Ça c'est classique et c'est normal pour celui qui est en face et qui veut comprendre ce qui se passe et qui vient juste d'arriver en plus, qui n'était pas là. Donc ça c'est bien, c'est un bon point. Et puis bêtises et vie, j'ai pas compris. Je m'attendais à bêtises et profession. Pas bêtises et vie. Là aussi, tu es sorti de ton cadre. D'accord? C'est son parcours professionnel que tu veux mettre en avant. Maintenant, tu as parlé de pas mal de choses sur son parcours, on a compris, sur son métier, comment il est difficile, comment il y a des bons points, c'est super. Et à la fin, tu nous dis, tu lui poses la question de savoir quelle est la plus grande bêtise qu'elle ait commise dans sa vie. C'est vrai que c'était un peu dans l'ensemble, c'est vrai qu'il fallait, s'il fallait découper la question. Il fallait dire de la profession, puisque c'est la profession que tu mets en avant. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller très loin de son objectif dans une interview.
Sinon, vous voyez, à la fin, on ne comprend pas trop pourquoi cette question. Bon. Et là, tu n'as que 5 questions. Donc, tu dois tout faire pour que les 5 questions soient très importantes. D'accord? D'accord. Aucune ne doit sortir de ta ligne pour que le sens et la cohérence soient clairs. D'accord? D'accord. Et puis, bon, la petite surprise à la fin, c'est toujours bien. D'accord? Dans une interview aussi, il faut toujours mettre la personne qu'on interviewe dans une certaine ambiance pour qu'elle se sente bien, en confiance, de discuter avec vous. En face, vous devez être charmant, souriant, décontracté pour le décontracter lui aussi. Donc c'est très important, cette forme, ce côté très esthétique qui met quand même, qui rend le chaleureux l'échange. Parce que c'est un échange, quoi qu'on dise. Vous apprenez des choses de la personne, vous en avez déjà, mais vous en apprenez d'autres. Et la personne en face, elle doit être heureuse de se livrer à vous comme ça. Parce que c'est pas donné, quoi. D'accord? Donc merci, God Love. Quelqu'un d'autre? Bonjour les amis. Bonjour. Nous avons un retardataire. La dernière fois, tu nous as fait un faux bon, mon cher. Parlez au micro. Oui, c'est vrai que la fois dernière, quand j'ai reçu le coup de fil, je n'étais pas si Ah, tu étais proche. hors du pays. J'étais au pays, mais j'étais un peu très Il éloigné. y avait un gombo qui te retenait quelque part et donc... Maintenant, on attend pour nous alors. Pas forcément un gombo, mais des situations un peu auxquelles presque tout le monde... Bon, on a compris. J'espère que ça ne va pas jouer en ta défaveur. Parce qu'on a avancé. La dernière fois, on a fait la prise en main de cette caméra. Prise en main, je veux dire, on a essayé d'aller de l'allumage, la batterie, en tout cas, toutes les touches qu'on a sur la caméra. Donc désormais, les autres sûrement savent de quoi il s'agit quand on parlera désormais de la caméra. C'est quel modèle encore qu'on avait utilisé? Parlez au micro. En fait, Parlez au micro. c'est une Panasonic, mais la série est un peu trop longue. Ok. Bon, pour aider notre ami qui nous rejoint aujourd'hui, on peut donc nous dire, qui peut nous dire ce qu'on a dit la dernière fois? En quelques mots, hein. Juste ce que tu as retenu, pas forcément tout ce qu'on a fait. Parlez au micro. En effet, nous avons appris ce jour-là que la caméra, toutes les caméras d'abord, pour commencer, sont de même et les boutons ne sont pas placés au même endroit. Bon, de même, qu'est-ce qu'on met dans de même? Donc, il y a Toutes par- les caméras sont de même. Pour moi, je pense avec les pincettes. Qu'est-ce qu'il y a dans de même que tu dis là? par exemple, il y a la batterie, il y a le niveau où on place les cartes mémoire. Bon, c'est pas toutes les caméras qui prennent une batterie. Oui. Il y a les caméras qui sont alimentées par le câble. C'est pas toutes les caméras qui prennent les cartes mémoire. Donc, il faut revoir un peu tes choix de mots. Non, un autre. On revient à toi, oui. Bon, en fait, la dernière fois, par rapport à la Panasonic, la caméra dite Panasonic, on a essayé de parcourir tous les boulons qui se trouvaient sur une caméra. Les touches, boulons. Tous les touches qui se trouvaient sur la caméra. D'où je peux... Oui, vous pouvez. Ok. Bon, en fait, on a essayé de parcourir toutes ces touches-là. Je vais essayer de dénoncer. Comme ceci. Voilà. Oui. En bref résumé, en fait, on a vu par exemple, je vais aller comme ça. On a ici user 1, C'est user une chance pour toi, hein. Tu as un autre user- professeur là qui t'explique ce qu'on a fait user la dernière 2 fois. et user 3. En fait, que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces touches
premièrement, se retrouvent dans le menu. Mais pour faciliter donc la tâche, les raccourcis, on a donc créé tous ces touches. Et maintenant, vu que dans le menu, il y en a, c'est une panoplie de touches qu'il y en a. Alors on a donc créé les user 1, user 2 pour les attribuer des fonctions. Donc elles sont neutres. On peut les attribuer des fonctions pour qu'elles exécutent. Et ici, on va dire les filtres qui permettent de changer, on va dire, l'intensité de la lumière sans toutefois modifier la balance des blancs au départ. On a vu la balance des blancs avec M. René. Bon, ici, on a une touche. Voilà, monsieur Tchofo. Merci. On ne va pas refaire tout le cours de la dernière fois. Ça nous prendra exactement le même temps. Aujourd'hui, c'est un autre chapitre. J'aimerais que mon cher ami, rappelle-moi le nom. Le nom, c'est Ulrich Gerbo. Ok. Qu'est-ce que tu sais de cette caméra? Tu l'as déjà utilisée une fois? Pas vraiment, mais des caméras similaires. Des caméras similaires. Donc forcément, tu as sûrement quelques heures de rec dans ton article. Donc ça ne te surprend pas. Si je te donne ça aujourd'hui, forcément tu peux me ramener quelques images. Tout à fait. Voilà, ça veut dire que tu n'as pas raté grand-chose puisque le reste va venir avec l'utilisation. Parce qu'en un jour, on ne peut pas connaître une caméra. Celui qui va te dire ça va te mentir. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus des objectifs. J'aurais aimé avoir toute la panoplie, mais on ne peut pas se permettre de dire qu'on peut avoir tous les objectifs. N'est-ce pas? Donc, on va parler à titre illustratif. D'accord? Là, devant nous, on a deux objectifs vraiment à caractéristiques différentes. On va essayer d'aller à fond. Vous connaissez combien de genres d'objectifs? Oui. Je connais la 1855, je connais la 70 milli, je connais la 50 milli. Bon, je vais te couper. Je reviens à toi tout de suite, oui. Oui, en fait, pour moi, je vais parler des types. On a les objectifs à focale variable et les objectifs à focale fixe. Voilà, c'est peut-être ça que je voulais entendre. Parce que là, tu as parlé des caractéristiques d'un objectif à focale variable. Tu as parlé de plusieurs objectifs à focale variable. Maintenant, c'est quoi focale variable, c'est quoi focale fixe? Sûrement, c'est la question que d'aucuns vont se poser. N'est-ce pas? Voilà, donc on est ici aujourd'hui au sorti d'ici. L'objectif de ce jour, c'est qu'au sorti d'ici, vous soyez à même, en fonction de ce que vous voulez faire, choisir l'objectif qui va avec l'action que vous voulez mener. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous avez assisté à un plateau, le plus souvent les gens qui tournent avec les réflexes, quelqu'un va te dire donne-moi la macro. Quelques minutes après, on est sur le même lieu, il me dit donne-moi un focal fixe. Quelques minutes après, il veut une longue focale. Quelques minutes après, pourquoi il change d'objectif alors qu'on est au même endroit? Ça vous a déjà traversé l'esprit cette question-là? Justement, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce que je veux faire, quel objectif est approprié, n'est-ce pas? Bon, maintenant pour choisir un objectif, ce que je vous dirais de prime abord, c'est déjà de regarder la monture. C'est quoi la monture? Voilà. Je vous explique. La monture, c'est ça. Quand on parle de monture, c'est ça. Ça ne sert à rien d'aller acheter un objectif à X prix de telle marque et qu'à la fin, ça n'entre même pas sur votre appareil. Je crois que c'est le premier critère. Il faudrait déjà que l'objectif aille sur l'appareil, soit compatible. Sinon, il y a une alternative. Si par hasard, vous avez un objectif, c'est ça que vous voulez. L'alternative serait d'avoir, il y a des bagues d'adaptation. Mais il faudrait que la bague aille avec votre boîtier afin que l'objectif vienne s'y greffer. Donc, il est important de tenir compte de la monture. Autre chose, c'est quoi? C'est l'idéal aurait été pour vous
pour être simple, de choisir la marque de l'objectif qui est la même marque avec votre appareil. C'est vrai, il y a des marques indépendantes qui sont compatibles avec des boîtiers X ou Y. Donc il faut tenir compte de tout cela. Maintenant, la différence entre l'objectif à focale fixe et l'objectif à focale variable. Déjà, c'est quoi focale fixe, focale? Parce qu'on a dit oui, c'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif. Focale, c'est quoi? Ok, ce que nous pouvons dire d'une focale, c'est des facteurs, c'est un facteur qui peut soit rétrécir ou agrandir, c'est-à-dire grossir une image. À quelque chose de près. Autre proposition? Je vais essayer de dire ce qui me revient en tête. Quand on parle de focale, je parle c'est de la stabilité. Vous nous éloignez encore plus, mon cher. Oui. En fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, quand on parle par exemple de focale, c'est la lentille. Bingo. Bon. De vous, qui a fait physique? Je crois en physique, en première, on étudie l'œil. On utilise les lentilles. C'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Peut-être vous étudiez pour passer à l'époque, mais sachez que ça vous rattrape aujourd'hui. Ça, c'est l'imitation de votre œil. On se comprend? Parce que pour ceux qui se sont frottés au matériel, la 50 mm par exemple, on dit que c'est la focale, l'objectif naturel, c'est voir comme l'homme. Parce que ça a presque les mêmes caractéristiques. Quand tu filmes avec une 50 mm, c'est comme si tu regardais avec à quelque chose de près. À quelque chose près. Donc je disais tantôt, ceux qui ont fait physique et qui pensaient qu'après l'école c'est fini là, c'est donc ça qui nous rattrape aujourd'hui. Pour que vous soyez explicite, pour que vous compreniez mieux, à l'intérieur, on parle de la lentille, mais en vérité, on a une multitude de lentilles à l'intérieur. Mais on peut grouper ça et considérer l'entrée et la sortie comme une lentille. D'accord? On a l'image qui entre et quand ça sort, on sait que ça a traversé la lentille. Ça, c'est en termes pour être plus simple. Mais sinon, on va retenir que la distance focale, parce qu'on dit la focale, mais en fait, spécifiquement, il s'agit de la distance focale. La distance focale ici, c'est quoi? C'est la distance qui sépare la lentille, le milieu de la lentille, parce que j'ai dit il y a une succession de lentilles à l'intérieur, mais si on groupe, on peut dire lentille. Donc on prend le milieu de cette lentille et le capteur. La distance entre la lentille et le capteur, c'est ça la distance focale. Maintenant qu'on dit variable, si vous êtes futé, vous comprendrez pourquoi. Quand je fais ça, vous voyez, ça s'allonge. Quand je reviens, ça rentre. Ça veut dire que je déplace la lentille. C'est de ça qu'il est question. Et quand je déplace la lentille, vous retenez donc que la distance change. On se comprend? Quand je tourne sur la bague, forcément c'est la bague du milieu. La distance entre la lentille et le capteur change. C'est donc ça la distance focale qui est variable. Contrairement au focal fixe, sur le focal fixe, ça ne zoome pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas bouger la lentille. Tout ce que vous pouvez faire, c'est la mise au point. On se comprend? Je ne peux pas être plus clair que ça.